des universités et praticien hospitalier en biochimie médicale au CHU Grenoble-Alpes et à l'université Grenoble-Alpes. Titulaire d'un doctorat en biochimie obtenu en 2008 à l'université Joseph Fourier et d'une HDR depuis 2021. Elle s'est spécialisée dans la métabolomique avec une expertise reconnue en spectrométrie de masse, donc plus particulièrement en LCMS-MS. Et elle dirige aussi scientifiquement la plateforme GEMI GEXIM et elle mène des recherches axées sur les interactions hôtes microbiote, les biomarqueurs de maladies neurodégénératives, pardon, et les applications cliniques de la métabolomique. Engagée dans la formation en biologie médicale, elle préside depuis 2023 le réseau francophone de métabolomique et fluxomique, donc le RFMF, et elle coordonne un groupe de travail sur la métabolomie clinique à la Société française de biologie clinique. Son engagement au sein du CNU 4401 illustre sa volonté de promouvoir une carrière hospitalo-universitaire dynamique, équitable et tournée vers l'innovation. Et donc, nous sommes très heureux de vous accueillir aujourd'hui, Audrey, et la parole est à vous. Merci beaucoup. Bonjour à tous et merci Léa pour cette introduction. C'est moi en fait qui suis un peu honorée d'avoir été choisie par vous pour pouvoir vous expliquer un petit peu ce qu'on fait dans notre équipe de recherche. Donc aujourd'hui, je vais vous parler de métabolomique par spectrométrie de masse et de réseau moléculaire et je vais vous présenter ces aspects-là par des cas pratiques dans l'étude de l'interaction hôte-microbe que j'illustrerai par deux axes, on va dire, un premier axe sur l'interaction hôte avec Pseudomonas aeruginosa, un pathogène, et la deuxième sur de l'interaction hôte avec le microbiote. Donc pour commencer ce propos, j'avais envie de vous montrer un petit peu l'intérêt, parce que je sais que vous travaillez plutôt dans le domaine des plantes. Alors je sais que les plantes peuvent avoir au niveau des racines en fait toute une communauté microbienne et un microbiote qui va jouer un rôle clé pour la croissance des plantes. Mais voilà, je voulais aussi vous expliquer que dans mon domaine, et notamment dès 2014, pour ce qui concerne le rôle du microbiote dans la santé humaine, on s'est aperçu donc que nos bactéries, elles évoluent au sein de communautés complexes et que finalement, même les pronostics, le traitement des infections pouvaient être influencés par la caractérisation des interactions entre ces différentes bactéries au sein du microbiote. Et que donc, mieux comprendre comment ces bactéries communiquent entre elles, ça ouvrait la voie un petit peu à des stratégies thérapeutiques qui pouvaient cibler ces interactions. Donc, il était absolument nécessaire de bien comprendre ces interactions, donc social networking dans des communautés bactériennes. Alors, pour revenir un petit peu finalement et remettre toutes ces découvertes dans la perspective de 4 siècles d'histoire de la microbiologie médicale, j'ai choisi de vous refaire un petit peu un contexte historique. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce à des développements technologiques, ça a toujours été des développements technologiques qui ont facilité des découvertes, et notamment, par exemple, ce drapier hollandais, donc Antoine van Leeuwenhoek, qui avait mis au point le premier microscope qui a permis d'observer des bactéries et des levures dans une goutte de pluie. Ça, c'est au début du XVIIe siècle. On comprend alors qu'on a des bactéries dans notre environnement. C'est les travaux de Louis Pasteur en 1860 qui permettent de comprendre que ces bactéries, il n'y a pas de génération spontanée, elles n'apparaissent pas comme ça, comme un miracle. Il y a bien une reproduction de ces microbes dans un environnement qui leur est favorable. Et donc ça, c'est ces fameuses expériences grâce à ce principe du col de cygne qu'il avait mis au point en 1860. S'ensuit les travaux de Robert Koch qui, dès 1880, arrive à démontrer comment on met en évidence que des symptômes chez un patient, donc une maladie, peut être d'origine infectieuse causée par un pathogène, donc une bactérie par exemple, qu'à partir d'un individu malade, on est capable d'isoler ce pathogène, et puis on est capable de réinfecter un individu sain qui va développer les mêmes symptômes et on peut réisoler de nouveau le pathogène à partir de cet individu malade.
Donc ça, c'est ce qu'on appelle les postulats de Corr. Donc ça arrive dans la fin du 19e siècle. Mais ça a été un petit peu un siècle plus tard, un peu plus d'un siècle plus tard, ça se complexifie un petit peu parce que Lynn Margulis avance ce qu'on appelle le concept de l'holobionte. Je ne sais pas si vous connaissez ça, si vous travaillez sur les plantes, mais en gros, globalement, on vit, notamment nous en tant qu'êtres humains, en symbiose avec d'autres micro-organismes. Donc en fait, on est des super-organismes, on appelle ça un holobionte, c'est-à-dire que finalement, on n'est pas juste nous, êtres humains avec notre propre génome, mais on a plein d'autres micro-organismes qui ont leur propre génose, qui nous aident d'un point de vue physiologique. Et du coup, ça a permis finalement de redessiner, donc, ah oui, pardon, de nouveau des aspects technologiques, le développement du séquençage et du NGS pour pouvoir avoir des résultats de métagénomique et de pouvoir avoir finalement accès au premier catalogue du microbiote intestinal humain. C'était en 2010. Donc, vous voyez, déjà, on se rapproche, on est à moins, ça fait 15 ans qu'on sait caractériser à peu près correctement les autres organismes qui colonisent l'intestin humain. Et ça nous a permis en 2017 de revoir le concept, les postulats de Corr, de les adapter, parce qu'effectivement, on peut être porteur d'une bactérie pathogène, mais ne jamais développer les symptômes parce qu'on va avoir une flore qui va être protectrice, ou au contraire, on peut même être malade sans être infecté avec un pathogène en particulier, mais avoir ce qu'on appelle une dysbiose, une dérégulation des communautés microbiennes au sein de notre intestin. Alors, tout ça, c'est intéressant. Donc, on voit qu'on a des pathogènes, qu'on fait des infections humaines, etc. La découverte de la pénicilline en 1928, d'une part, a sauvé ma grand-mère d'une mort certaine, mais surtout, vous le savez bien, les antibiothérapies, finalement, ont révolutionné la prise en charge de ces maladies infectieuses. Et notamment, voilà, ça a vraiment permis une amélioration de la prise en charge et le traitement de ces infections. Mais l'OMS, en 2019, nous a dit, voilà, pas le temps d'attendre pour assurer l'avenir contre les infections résistantes aux médicaments, ils pensaient aux antibiotiques. On va avoir des développements de résistance aux antibiotiques qui grandissent, qui s'étendent de plus en plus dans le monde, à la quasi-totalité des antibiotiques sur le marché. Donc on a une vraie urgence à trouver de nouveaux traitements anti-infectieux. Charles Darwin, d'ailleurs, nous avait déjà prévenu dans son ouvrage L'origine des espèces en 1859. Il nous avait dit que chaque être vivant va lutter pour sa survie et notamment, il va y avoir des mutations qui vont permettre l'adaptation à ces traitements antibiotiques et donc le développement de résistance aux antibiotiques. Et enfin, je termine cette frise et un petit peu cette longue introduction un peu des différents concepts qui vont m'aider à éclairer mes propos un peu plus tard, par deux développements technologiques qui sont très importants pour la suite de mon exposé. Donc, c'est l'arrivée en 1913 de la spectrométrie de masse et en 1946 de la résonance magnétique nucléaire, qui sont deux techniques qui, outre le fait qu'ils nous permettent, par exemple, pour la résonance magnétique nucléaire, de faire de l'imagerie, vous connaissez sûrement l'IRM, mais outre ça, on peut faire de la métabolomique, c'est-à-dire l'étude de tous ces petits métabolites, et on va revenir là-dessus, et qui nous permettent de bien comprendre ces interactions, le dialogue qu'il existe entre différents microbes chez son hôte. Alors voilà, je vais d'abord vous parler, donc ça c'est ce qu'on fait au laboratoire, dans mon équipe de recherche. On fait de la recherche fondamentale, on essaye de comprendre les interactions entre Pseudomonas aeruginosa et son hôte. Ça, c'est ce qu'on fait depuis une vingtaine d'années. Vous allez voir, je vais illustrer un petit peu ces propos. Et on a développé des approches de métabolomique non ciblées et ciblées par spectrométrie de masse pour étudier ces interactions. Maintenant, on s'est mis un petit peu à étudier aussi les interactions hôte-microbe de communautés microbiennes, donc comme le microbiote. Et donc, voilà, je vais vous montrer aussi un exemple d'application. Et à chaque fois, nous, on est toujours intéressés par penser à des applications médicales. Je n'ai pas le temps aujourd'hui, mais par exemple, on fait du développement d'un vaccin anti-Pseudomonas aeruginosa, ou on a d'autres projets de recherche clinique, où on essaye à chaque fois d'aller vers des applications médicales. Et ça, c'est aussi en lien avec mon activité. Je vous ai dit, il a été présenté, oui, je suis praticien hospitalier et je m'occupe notamment des biomarqueurs de l'inflammation. Donc, c'était important pour moi de faire cette chose-là.
Première partie, donc l'étude de l'interaction entre Pseudomonas aeruginosa et son hôte. Et j'ai oublié de vous dire, vous pouvez quand même m'interrompre si vous avez des questions. Je sais que c'est enregistré, mais voilà, si c'est des questions courtes, et je pense que je pourrais y répondre rapidement. Donc, pour introduire ce propos, d'abord quelques mots sur ce pathogène. Donc, c'est une bactérie, Pseudomonas aeruginosa. C'est ce qu'on appelle un pathogène opportuniste qui va causer des infections chez des personnes qui sont immunodéprimées. C'est des infections aiguës et chroniques avec des taux de mortalité qui sont assez élevés. Le troisième agent pathogène le plus fréquemment retrouvé dans les infections nosocomiales et qui va développer aujourd'hui des résistances à la quasi-totalité des antibiotiques sur le marché. On a même 13% aujourd'hui des infections nosocomiales, c'est-à-dire contractées dans un établissement de santé, sévères, qui sont causées donc, par des souches qui sont multirésistantes, on appelle ça MDR, c'est-à-dire qu'aucune classe d'antibiotiques n'est capable de traiter l'infection. Vous voyez que c'est vraiment un problème de santé publique. Et donc, il est important de trouver éventuellement de nouvelles cibles thérapeutiques pour lutter contre ces infections. Alors, j'avais fait une revue de la littérature là, en 2022, assez récente, si vous voulez voir un petit peu qu'est-ce qu'il existe comme nouveaux traitements en développement, etc. On avait fait ce travail. Mais vous voyez, on peut trouver de nouveaux antibiotiques ou on peut essayer de développer des vaccins, ce qui n'a jamais été obtenu pour cette bactérie, alors que ça fait plus de 50 ans qu'on recherche un vaccin. Cette bactérie, elle a plusieurs facteurs de virulence et nous, on étudie ces facteurs de virulence dans notre laboratoire depuis une vingtaine d'années. La virulence, elle est définie par la capacité d'un pathogène à se multiplier et à nuire à son hôte. Vous voyez qu'elle a tout un panel de facteurs de virulence qui sont plus ou moins régulés d'ailleurs pour contrôler, pour éviter de produire ce facteur de virulence si elle n'en a pas besoin, et au contraire, elle est capable de le réactiver même quand elle fait de l'infection chronique depuis une dizaine d'années chez un patient. Donc c'est intéressant de comprendre comment elle régule ces facteurs de virulence. Elle a notamment ce qu'on appelle des systèmes de sécrétion. Vous en voyez ici quelques-uns. Ici, il y en a 5, mais il y en a 6. Le système de sécrétion de type 3, c'est celui qu'on étudiait au laboratoire, qui est ce qu'on appelle le facteur de virulence principal de Pseudomonas aeruginosa. Il permet d'injecter des toxines directement dans les cellules de l'hôte qu'elle infecte. Vous voyez ces toxines qu'elle injecte, exo-S, exo-T, Y et U, par on va dire, quelque chose qui ressemble à une seringue moléculaire. Et on voit ici qu'on a ce qu'on appelle un translocon, ces deux protéines qui vont s'insérer dans la membrane de la cellule de l'hôte, qui vont permettre l'injection, le passage des toxines directement dans la cellule de l'hôte infecté. Et donc, une souche délétée de POP B et POP D est incapable d'entraîner la mort d'une souris infectée avec cette souche. Ça a été démontré, donc c'est vraiment un facteur de virulence important. Ce système, il est fortement régulé, donc c'est EXSA qui permet d'exprimer l'ensemble des gènes qui codent pour l'assemblage de ce système de sécrétion de type 3 et qui permet l'injection des toxines dans la cellule hôte. Il est régulé par tout un tas de facteurs et au laboratoire, on s'intéressait notamment à des facteurs métaboliques et on va revoir aux catabolites de la famille des métabolites de la famille du tryptophane. Catabolites du tryptophane. On avait mesuré, grâce à de la métabolomique non ciblée par résonance magnétique nucléaire, donc à haute résolution et à angle magique, donc c'est de la HRMAS RMN, sur des poumons intacts de souris infectées avec Pseudomonas aeruginosa. On récupère ces poumons, on les snap freeze dans l'azote liquide et on fait des biopsies avec un puncher et ces biopsies intactes, on les met directement dans l'appareil de RMN et on fait de l'acquisition des spectres. Et ça, donc, vous voyez ici, on a 72 souris dont on a fait l'acquisition. On voit que c'est très reproductible, c'est l'avantage de la RMN par rapport à la spectrométrie de masse. Et c'est pour moi, à ce moment-là, que j'ai plongé dans l'étude de la métabolomique et compris l'intérêt de la métabolomique, si je peux dire, pour mieux comprendre ces infections, quel impact métabolique elles avaient chez l'hôte, et puis pouvoir évaluer, montrer aussi que c'était un super outil pour évaluer la sévérité de l'infection. Ici, vous avez en bleu, c'est des souris qui ont été infectées avec rien, alors que quand elles sont infectées avec la souche wild type, qui est très virulente, voilà, on a cette différence qu'on observe là sur ces analyses en composantes principales.
Et puis on voit les points jaunes, ce sont les souris qui ont été infectées avec la souche delta BD, celle qui a un système de sécrétion de type 3 défectueux. Donc on voit qu'on a ce qu'on appelle un gradient de sévérité d'infection. Donc ça, c'était un premier résultat. Et si on regarde les spectres, après, on peut aller chercher quels sont les métabolites qui sont le plus impactés lors de l'infection avec Pseudomonas aeruginosa. Donc ça, c'est un travail qu'on avait fait avec Florence Fauvel et Boubou Camara. Voilà, donc on peut ensuite aller un peu plus loin dans l'analyse. On peut faire ce qu'on appelle des représentations en S-plot et voir ici, par exemple, que la glycérophosphocholine était fortement diminuée en cas d'infection, probablement consommée par la bactérie pour sa réplication au sein du poumon de la souris infectée. Bon, on voit aussi d'autres perturbations métaboliques qui sont notamment en lien avec la réponse inflammatoire. Et donc ça, c'était vraiment les premières études que j'ai pu faire et là où j'ai trouvé vraiment l'intérêt de la métabolomique pour identifier des pistes aussi. Si on bloque, par exemple, l'assimilation de la glycérophosphocholine par la bactérie, potentiellement, on a une nouvelle façon de bloquer la réplication de la bactérie dans le poumon d'un individu. Je vous ai dit qu'on s'intéressait donc au système de sécrétion de type 3. Et notamment, on a un petit peu focalisé notre attention à un moment sur le tryptophane parce qu'on a pensé qu'il était impliqué dans la régulation du système de sécrétion de type 3. Alors, on a mis au point, on a construit d'abord des mutants. Par exemple, ce gène KINA a été délété. Et ce qu'on peut voir, c'est quand on mesure la kynurénine par spectrométrie de masse, en ciblé sur cette molécule, on voit que quand on délète ce gène, bien, on a une diminution de la production de la kynurénine. Au contraire, si on délète le gène KINU dans la bactérie, on voit une accumulation de la kynurénine, et c'est ce qu'on peut voir ici quand on mesure sa concentration. Et puis, si on fait ce qu'on appelle de la complémentation, on rajoute une copie de ce gène sur un plasmide, et donc le nombre de copies de ce gène est très élevé. Alors c'est pareil, donc on a un delta kina, mais complémenté avec le gène kina sur un plasmide, c'est delta kina p kina. On voit que la kynurénine est fortement augmentée dans ce cas-là pour ce mutant. Et puis, on a fait une collaboration avec l'équipe d'Eric Kipnis, qui est un chercheur qui travaille à Lille, et notamment une doctorante qui s'appelle Perrine Bortolotti. Et on a pu mettre en évidence des nouvelles voies de biosynthèse de molécules qui n'étaient absolument pas connues chez Pseudomonas aeruginosa. Donc là, en fait, on se rend compte que dans les bases de données, en fait, les bases de données ne sont absolument pas complètes et que tous les jours, on peut découvrir encore aujourd'hui des gènes qui permettent la synthèse de nouvelles molécules. Et donc ça, il faut bien en avoir conscience quand vous travaillez sur des bases de données, c'est que on est loin d'avoir une vue exhaustive de toutes les produits des réactions enzymatiques chez des espèces bactériennes. On avait également montré que des souches de Pseudomonas aeruginosa, donc cliniques, isolées chez des patients atteints de mucoviscidose, elles produisaient des concentrations très élevées de cette kynurénine, et on s'est intéressé à quel pouvait être le rôle de cette kynurénine chez les patients. Pour ça, donc, on a travaillé, donc c'est Charlotte Genestet qui était en thèse dans notre équipe de recherche. Elle a essayé de comprendre comment la bactérie contrôlait l'expression du gène KINA pour augmenter la production de kynurénine. Et par exemple, on voit que quand on met la bactérie en contact de cellules de l'immunité, des neutrophiles, des monocytes, des lymphocytes, on a une augmentation de l'expression du gène KINA on avait fait une fusion transcriptionnelle. On voit également que cette kynurénine, elle augmentait la survie des bactéries en présence de neutrophiles. Donc ici, on a une délétion du gène KINA. On voit qu'on a moins de survie des bactéries quand elles sont au contact de neutrophiles, et qu'au contraire, si on a un excès de production de kynurénine, voire un super excès de production de kynurénine, on augmente la survie des bactéries en présence de neutrophiles. Donc a priori, on a démontré que la kynurénine, elle était importante pour lutter contre la phagocytose des neutrophiles, et on a même également été démontré le mécanisme, c'est très biologique donc je vais passer rapidement, mais que c'était lié à un effet scavenging des ions superoxydes, des espèces réactives de l'oxygène produites par les neutrophiles pour faire la phagocytose de la bactérie, la dégradation de la bactérie. Voilà, on a encore continué cette étude du rôle de la kynurénine parce que ce qui nous a intéressé, c'est que cette kynurénine, c'est un ligand de récepteur AHR de cellules de l'immunité qui va orienter la réponse immune, notamment chez les macrophages et les lymphocytes. Et donc, on a un travail qui a été fait en thèse par Caroline Plazy et puis Federica Fiorini chez nous pour mettre en évidence aussi le rôle dans la polarisation de la réponse immune.
Voilà, je ne vais pas vous embêter un peu plus parce que ça, c'était très biologique, mais c'était pour vous montrer, premier exemple, le tryptophane dans l'interaction entre un microbe, un pathogène qui est Pseudomonas aeruginosa et son hôte. On a pu démontrer le rôle que peuvent jouer ces métabolites au niveau biologique pour échapper à la réponse immunitaire et finalement causer des infections chez les patients. Un autre cas, donc ça c'est maintenant on se focalise sur les patients atteints de mucoviscidose. On voit que chez ces patients, en fonction de l'âge de ces patients, la prévalence des infections à Pseudomonas aeruginosa, et si on voit en rouge, peut atteindre jusqu'à 80% des patients adultes mucos. Vous avez en violet le Staph aureus qui a plutôt tendance à diminuer à l'âge adulte. Et puis en vert, vous avez les souches MDR là, qui sont résistantes à la quasi-totalité des antibiotiques. On voit que chez ces patients, c'est un vrai problème. 20% des patients sont chroniquement infectés avec des souches qui sont résistantes à la quasi-totalité des antibiotiques. On voit ici également ce qu'on appelle la mesure de la fonction respiratoire. Ces patients, quand ils sont au cours de leur vie, donc ça c'est de l'enfance jusqu'à l'âge adulte, ils vont avoir leur fonction respiratoire qui va diminuer jusqu'à passer en dessous d'un certain seuil. Et la dernière alternative, c'est la greffe pulmonaire, où ils décèdent finalement de cette diminution de la fonction respiratoire. Alors on voit qu'en fonction des années, on a eu une amélioration de la prise en charge, et encore plus récemment avec l'arrivée des Caftors, du Kaftrio notamment, qui est un immunomodulateur auquel n'ont pas le droit encore tous les patients. Mais ça a donné de l'espoir vraiment aux patients d'améliorer encore leur espérance de vie, qui est passée quand même, qui est aujourd'hui de l'ordre de 54 ans, alors qu'il y a encore pas plus tard qu'une cinquantaine d'années, c'était très très faible. On voit que dans l'enfance, ces patients, ils vont être infectés avec des infections intermittentes à différents clones de Pseudomonas aeruginosa qu'ils vont rencontrer dans l'environnement. Puis à un certain moment, il y a un clone qui devient résistant et il s'adapte et il cause une infection chronique chez les patients adultes. Et nous, ce qui nous intéressait de comprendre, c'était vraiment cette phase-là d'infection chronique chez le patient adulte. On s'est demandé finalement comment la bactérie s'adaptait au poumon, pouvait coloniser un poumon et y rester et y persister dans ce poumon. Il y a des gens qui avaient fait ce genre d'études par des approches génomiques où ils regardaient les mutations qui s'accumulaient dans les souches de Pseudomonas aeruginosa au cours du temps. Mais parfois, ce n'est pas facile de faire des corrélations entre des phénotypes et puis des mutations ponctuelles qui arrivent sur l'ADN, qui peuvent tomber dans des régulateurs, dans des régions non codantes, mais qui ont un effet finalement sur la transcription, la traduction, voire même les activités enzymatiques. Donc nous, on a décidé d'utiliser la métabolomique pour mesurer l'ensemble des métabolites produites par ces bactéries et d'être au plus proche finalement des phénotypes bactériens, voire même on s'est demandé si on pouvait éventuellement corréler ce métabolisme avec l'état de santé du patient. Et ça, c'est un travail qui a été réalisé dans notre équipe de recherche par Oriane Moine, qui était en thèse, et voilà. Donc, dans cette étude, on avait 32 patients mucos, adultes, qui étaient chroniquement infectés, qu'on a caractérisé par, c'est défini par 3 prélèvements positifs à Pseudomonas aeruginosa dans l'année. Et vous voyez ici, chaque ligne est un patient, chaque petit trait noir est un prélèvement qui revient positif à Pseudomonas aeruginosa. Donc on a des gens qui sont tout le temps positifs, d'autres un peu moins, mais en moyenne, ils avaient au minima 3 prélèvements positifs à pseudo dans l'année. Et on a choisi d'isoler et de remettre en culture des bactéries issus des poumons de ces patients qui avaient au minimum 3 ans d'évolution dans le poumon de ces patients. Donc ça, c'est cette étude Metapio. On a donc, vous avez compris, une bactérie qui a été prélevée et puis qui a évolué 3 ans dans le poumon, qu'on réisole, et on a vérifié à chaque fois qu'on avait ce qu'on appelle des lignées évolutives. C'était vraiment un ancêtre et son descendant qu'on avait récolté chez 32 patients différents. On a collecté les données cliniques chez ces patients. Donc, par exemple, ces mesures de la fonction respiratoire. On avait 663 mesures et on a construit des indicateurs de la santé respiratoire. Est-ce que la fonction était haute, elle était basse, est-ce qu'elle était stable dans le temps, est-ce qu'elle était très instable, elle variait beaucoup, ou est-ce qu'elle était en déclin, ou est-ce qu'elle était plutôt stable et pas en déclin. On a mesuré énormément de phénotypes de virulence. On a plein de tests de virulence dans l'équipe qu'on maîtrise.
Et puis des phénotypes d'antibiorésistance à 14 antibiotiques différents, ce qui nous a permis d'établir des profils phénotypiques. Et enfin, on a fait de la métabolomique sur ces isolats bactériens par spectrométrie de masse cette fois-ci, donc de la chromatolyquide couplée à de la spectrométrie de masse haute résolution. On avait fait des réplicas biologiques et on avait 3090 variables, ce qui nous a permis de caractériser ce qu'on appelle des métabotypes sur la base de ces empreintes de métabolomique. Donc si je reviens maintenant sur ces évolutions du métabolisme entre l'isolat précoce et l'isolat tardif, on a regardé, bon, c'est un peu complexe à comprendre, mais on a regardé des degrés de polarité, c'est-à-dire est-ce qu'on avait des métabolites qui augmentaient, qui diminuaient au cours du temps. Et ça, vous voyez, c'est pour chacun de nos patients. Est-ce qu'il y a eu, alors si c'est centré sur 0, comme par exemple ces 2 patients, ça veut dire qu'il y a beaucoup de features parmi les 3090 qui n'ont absolument pas bougé entre le temps early et le temps late. Si c'est plutôt très étalé, comme pour le patient 3, il y a eu de nombreuses modifications, soit négatives, soit positives, en termes d'intensité de métabolites. On a regardé les variations, par exemple, sur le phénotype de résistance aux antibiotiques. On a les aminoglycosides, les fluoroquinolones, les bêta-lactamines. Et ici, quand c'est rouge, ça veut dire qu'on a eu un gain de résistance entre l'isolat précoce et tardif. Puis il y a certains qui n'ont pas bougé, puis il y en a certains qui ont même eu une perte de la résistance entre ces 2 isolats. Ce qui nous a intéressé, c'est de regarder des corrélations entre gain de résistance, par exemple, aux bêta-lactamines et modification des métabolites, de l'expression des métabolites, enfin des niveaux de métabolites. On avait, par exemple, sélectionné quelques métabolites qui avaient soit augmenté, soit diminué. Et puis ensuite, en faisant de la sélection des variables, on avait conclu que juste, par exemple, sur un de ces métabolites, l'ala-glumésodiaminopimélate, eh bien, on avait, finalement, on pouvait s'en servir comme biomarqueur de l'acquisition de la résistance aux bêta-lactamines, avec une bonne sensibilité et spécificité, et une aire sous la courbe de 0,9, ce qui est plutôt pas mal. Et en fait, c'est hyper intéressant parce que ce métabolite, l'ala-glumésodiaminopimélate, moi, j'ai fait ma thèse sur le pneumocoque et sur la division cellulaire. Et en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que là, vous avez la membrane externe de la bactérie, la membrane interne, et au milieu, vous avez le peptidoglycane, c'est cet hétéropolymère qui est synthétisé par des enzymes qui ont des fonctions, par exemple, de transpeptidase, des décarboxypeptidases, transglycosylase, qui est conduite par des enzymes qui sont la cible des bêta-lactamines. Et en fait, ce métabolite, il est relargué quand il y a du recyclage du peptidoglycane. Donc, c'était assez évident, il y avait un lien assez évident que s'il y a une résistance, donc des enzymes qui mutent et qui échappent à l'antibiotique, il y a une augmentation du recyclage du peptidoglycane, et c'est pour ça qu'on voit que ce métabolite s'accumule dans les souches qui sont résistantes aux bêta-lactamines. Donc ça pourrait être intéressant parce que ça pourrait être un bon biomarqueur directement chez le patient, de mesurer ce métabolite et de voir si on a de la résistance. Peut-être ça nous permettrait d'avoir un test plus rapide que d'attendre que la souche pousse sur des milieux sélectifs ou autres. Encore un exemple d'application de la métabolomique non ciblée pour aller faire des liens avec des phénotypes de virulence, d'adaptation chez l'hôte. Et donc ça, c'est très intéressant pour comprendre comment la bactérie s'adapte et se met à résister aux antibiotiques. Une autre chose qu'on a poussée, je vous ai dit qu'on voulait voir par rapport à des données cliniques. Et notamment, donc, on avait phénotypé la virulence de ces souches. On avait des souches avirulentes, des souches modérément virulentes, des souches hautement virulentes. On avait également ces fameux métabotypes basés sur notre empreinte de métabolomique, qu'on a fait donc sur de la clusterisation hiérarchique ascendante. Vous voyez ici, on a pu montrer qu'appartenir au métabotype 1, par exemple, était associé à être plutôt d'un phénotype avirulent. Et ça, c'était associé, donc on a regardé après ce qui différenciait ces différents clusters en termes de métabolomique. On a retrouvé des métabolites, comme les métabolites de la voie des polyamines, qui étaient différemment exprimés entre ces différents clusters. Et encore plus fort, quand on a testé le fait d'avoir, par rapport aux indicateurs de santé des patients, avoir une fonction respiratoire basse, haute, etc., on a vu qu'il y avait des choses qui étaient statistiquement associées, comme appartenir à un phénotype avirulent, être de métabotype 1 et avoir plutôt une fonction respiratoire stable chez les patients. Alors qu'appartenir au métabotype 3,
c'était plutôt relié à avoir un haut niveau de virulence et avoir une fonction respiratoire relativement instable. Ça, c'est connu par les cliniciens pour être associé à des exacerbations fréquentes et c'est un facteur de risque d'aggravation importante parce qu'il y a de la non-résolution de l'inflammation et donc ça conduit souvent à du déclin de la fonction respiratoire aussi à terme. Donc là, la métabolomique non ciblée nous a permis d'identifier des nouvelles molécules, a priori ces polyamines, qui sont importantes pour la bactérie, pour avoir un niveau de virulence élevé et pour provoquer de l'instabilité de la fonction respiratoire chez les patients. Donc on a un moyen potentiellement d'identifier de nouvelles cibles, des enzymes qui produisent ces molécules, pour aller rétablir la stabilité de la fonction respiratoire chez ces patients qui sont relativement instables. Et ça, je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est assez rare d'avoir des histoires où on est capable d'aller faire des mesures qui vont jusqu'à trouver des corrélations avec des états de santé du patient. Vous voyez ici, là, on a deux de ces molécules, la putrescine et la spermidine, qui sont deux polyamines, et on a vraiment montré que le niveau de ces deux métabolites était plus élevé chez les patients qui avaient une fonction respiratoire instable versus ceux qui avaient une fonction respiratoire stable. Voilà, donc ce projet, il continue. On a eu un postdoc pendant 2 ans, Victor Mora, qui était ingénieur d'études, puis maintenant qui a commencé une thèse. On a fait des analyses transcriptomiques, génomiques, on a produit des nouveaux mutants, on fait des tests de cytotoxicité. Et puis, on a donc ça dans le cadre d'un projet ANR, l'ANR POPS. Et puis, il y a un nouvel appel là, pour un sujet de PhD. Donc, si vous connaissez des gens qui cherchent à faire un PhD, en ce moment, jusqu'au 16 mai, là, vous pouvez m'envoyer vos candidatures pour candidater sur ce sujet où on s'intéresse au rôle des polyamines dans la virulence de Pseudomonas aeruginosa. Je vous ai montré donc 2 exemples, le tryptophane, les polyamines. On a mis en évidence le rôle de ces métabolites dans le dialogue entre Pseudomonas aeruginosa et l'hôte. Et en fait, on a fait une revue de la littérature avec Clément Caffarati, qui était un doctorant dans mon équipe. On s'est intéressé à tous les métabolites produits par le microbiote, notamment intestinal, et le lien dans le dialogue avec des cellules de l'immunité intestinale. Cette revue de la littérature, donc là, elle est disponible. Et on a essayé de dire, voilà, il est très important d'utiliser ces nouveaux outils de métabolomique pour bien comprendre ce crosstalk qu'il existe entre les métabolites produits par des communautés microbiennes dans l'intestin et les cellules de l'immunité de l'hôte. Pour ça, donc, on utilise la métabolomique par spectrométrie de masse et notamment aussi les réseaux moléculaires et je vais revenir sur ces applications. Donc, je ne sais pas si les réseaux moléculaires vous connaissez et vous savez comment ça fonctionne. Mais là, je vais le réexpliquer un petit peu brièvement. L'analogie que je fais, c'est le principe du BLAST. Donc, quand vous avez une séquence protéique et que vous voulez savoir à quelle protéine elle correspond, vous allez aller chercher dans les bases de données publiques des séquences des protéines et vous allez essayer de faire un match, de trouver une identité, une certaine identité entre la séquence que vous avez, vous, dans votre projet de recherche par rapport à celles qui sont présentes dans les bases de données. Et dès que ce match est là, vous avez un score d'identité entre ces 2 séquences et vous savez que donc votre protéine est une enzyme, par exemple l'enzyme KINA qu'on a vu précédemment. Bien, on va faire exactement la même chose avec les spectres de MS2 qui sortent donc de notre spectromètre de masse. On va aller faire de la requête dans des bases de données spectrales pour essayer d'aller identifier des matchs et on va calculer non pas un score d'identité comme on pouvait le faire avec le BLAST, mais un score cosine, c'est un score de similarité spectrale qu'il existe entre votre spectre sorti de votre machine et des spectres théoriques d'une base de données spectrale qui est disponible au niveau public. Si votre score est de 1, ça veut dire que votre spectre est 100% identique. Si votre score est 0, c'est-à-dire qu'il n'y a aucune similarité spectrale. Et ensuite, on va utiliser, par exemple, GNPS ou d'autres outils pour faire des réseaux moléculaires. Il existe aussi MedGem, par exemple, qui permet de faire ces réseaux moléculaires. Et vous allez dire, rassemble-moi les spectres qui ont une similarité spectrale d'au moins, par exemple, 0,7, ça on le définit, pour rassembler comme ça des molécules qui appartiendraient à une même famille spectrale, ce qui vous permet finalement dans vos données de voir, de visualiser vos familles spectrales.
Mais on peut aller aussi un peu plus loin, on peut utiliser ces informations pour faire de la propagation d'annotation spectrale. Si par exemple on a un match, un des nœuds dont on sait, un spectre dont on sait exactement ce que c'est, parce qu'on a une base de données spectrale maison par exemple, ça c'est le meilleur niveau d'identification. Si on sait que la molécule C c'est un tryptophane, on peut essayer d'aller identifier, faire une hypothèse sur la molécule A ou la molécule B en regardant les deltas de masse qu'il existe entre les différents nœuds, et puis en regardant le profil spectral et en disant, bah voilà, peut-être cette molécule A est un méthyltryptophane. Et donc, ça permet comme ça de faire des nouvelles hypothèses sur des nouvelles molécules qui sont présentes dans des échantillons. Alors, on faisait des réseaux moléculaires classiques avant. Moi, j'ai eu la chance de pouvoir aller chez Peter Dorrestein en 2019, et c'était au moment où Louis-Félix Notias était là-bas. Maintenant, il est professeur junior à Nice, donc ça aussi, c'est des équipes très intéressantes qui travaillent donc sur ces réseaux moléculaires. Et l'idée, c'était de faire ces réseaux moléculaires. Donc, autrefois, comment on les faisait, on rassemblait, comme je vous l'ai dit, toutes ces familles spectrales, mais on avait dans certains cas, par exemple, les isotopologues qui ressortaient dans des nœuds différents. Donc, ça complexifiait énormément les réseaux moléculaires, et surtout, on n'utilisait pas les données de MS1 pour de la quanti de chacun de ces spectres. Donc là, il y a un nouvel outil qui avait été développé par Louis-Félix, qui est Feature Based Molecular Network. Je vous encourage vraiment à aller voir, c'est un outil incroyable. Et là, vous pouvez faire vos réseaux moléculaires et vous pouvez même remonter finalement à l'information du compte de spectre dans vos groupes d'échantillons et dire que vous avez par exemple plus de ce métabolite dans les échantillons du groupe 1 versus ceux du groupe 2, etc., etc. Ce qui permet de démontrer que c'est bien un gène, si vous faites un mutant, qui est responsable de la production de tel et tel métabolite, par exemple. Voilà, donc là, je vous ai un peu montré pour l'étude de l'interaction hôte Pseudomonas aeruginosa. Je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. J'ai peut-être probablement encore un peu de temps pour vous parler des interactions maintenant hôte microbiote, qui est vraiment ce qui nous intéresse de plus en plus dans notre équipe de recherche. Et notamment, donc ça, c'est un travail qui a été réalisé par Alexandre Tronel, qui était en thèse CIFRE chez nous avec la société Pelican Health, qui développe des dispositifs médicaux de prélèvement vraiment in situ, non invasif, du liquide de l'intestin grêle. Et donc, on a essayé de caractériser le microbiome de l'intestin grêle humain par une approche multi-omique dans cette thèse. Donc, juste pour rappel, dans votre intestin, vous avez ces communautés microbiennes complexes qui vont interagir avec vos cellules de l'épithélium de l'intestin. Il peut y avoir des interactions directes. On voit ici, par exemple, des cellules dendritiques qui vont aller détecter un peu la présence, qui vont aller senser un petit peu la présence de vos bactéries dans votre intestin. Et d'autres exemples ici d'interactions directes. Et puis, ce qui nous intéresse, nous, c'est vraiment ces interactions indirectes. C'est-à-dire qu'il y a des métabolites microbiens qui vont d'ailleurs être produits en réponse, en fonction de l'alimentation. On va avoir certains métabolites microbiens qui vont être produits, qui peuvent être produits également par l'hôte, mais modifiés par le microbiote. Donc, c'est l'exemple, par exemple, des acides biliaires, ou alors des métabolites microbiens produits de novo, toutes les vitamines dont nous avons besoin, qui sont absolument importantes pour notre physiologie. Donc, ces métabolites sont relargués dans la lumière intestinale et vont avoir aussi des effets un peu systémiques sur des organes à distance. On parle de plus en plus de l'axe intestin-cerveau, par exemple, probablement en grande partie médiés par ces métabolites relargués au niveau de l'intestin. Parfois aussi des effets plus directs, plus locaux sur des cellules de la lamina propria. Le fameux dispositif médical utilisé, commercialisé par Pelican Health, donc c'est une petite capsule comme ça qui va relarguer 3 petits modules de prélèvement dans l'intestin. Je passe un petit peu sur la composition, c'est pas très intéressant, mais nous, on a fait de la métabolomique sur ces petits contenus de capsules qui donc s'étaient ouverts dans l'intestin. Donc, sur une cohorte de 15 volontaires sains, c'est un essai clinique qu'on a réalisé à l'hôpital, où on devait valider la sécurité et les performances du dispositif sur au moins 12 sujets. Bon, je vous ai mis ici les critères de jugement principal et secondaire, mais c'est peu important pour mon propos aujourd'hui. Donc nous, on a développé une méthode de métabolomique à la fois semi-ciblée, où on a fait une sélection de 50 de métabolites et on a validé que pour une 40 d'entre eux, on était capable d'avoir une approche pratiquement quantitative de la concentration de ces métabolites dans les capsules.
Et puis une approche complètement non ciblée et réseau moléculaire pour essayer de découvrir de nouvelles molécules dans ces prélèvements. Parmi donc, les résultats qu'on a obtenus dans l'approche semi-ciblée, on a pu démontrer que, par exemple, là, sur ces acides aminés, on en avait 24 métabolites qui étaient augmentés dans l'intestin grêle par rapport au sel, des acides aminés qui sont ici en bleu, ou alors des acides biliaires qui sont ici en jaune. Voilà. Si on passe maintenant à l'étude non ciblée, on a pu démontrer, là ici vous avez le résultat de l'analyse en composantes principales. Vous voyez que dans les contenus de capsules, on a une empreinte qui est bien différente des fesses, alors qu'on a des données à parier. On a des gens pour lesquels on a les fesses et la capsule. Mais ce qui les différencie le plus, finalement, c'est l'endroit à laquelle ils ont été prélevés. À mon avis, ça vous paraît assez évident, mais voilà, c'était encore à démontrer. Sur les 574 analytes qu'on a pu sélectionner, une fois qu'on a réalisé toute notre sélection et notre tri des variables, on a pu montrer qu'on en avait 48 qui étaient dérégulés dans les selles et 206 qui étaient fortement différents entre ces deux types de matrices et qui étaient plutôt surreprésentés dans l'intestin grêle. Donc on a une concentration d'un certain nombre de métabolites qui est très différente entre les matrices. Et puis, on a poussé un petit peu sur l'étude des acides biliaires dans une collaboration, encore une fois, avec Ipsita Moanti et Peter Dorostein. On a pu voir que, ici, vous avez chacun des patients. On voit que les profils en acides biliaires, conjugués notamment, sont différents entre les prélèvements qui ont été faits dans le petit intestin par rapport aux fesses, et qu'on a aussi une variabilité individuelle. Donc, ces capsules vont permettre finalement de collecter l'information des acides biliaires présents chez des personnes et donc de comprendre éventuellement le lien qu'il y a entre la présence de certains de ces acides biliaires, la conjugaison de ces acides biliaires et certaines maladies, parce qu'on sait aujourd'hui qu'il y a des maladies qui impactent la conjugaison, notamment des dysbioses qui vont entraîner des modifications de la conjugaison des acides biliaires. Ici, on voit sur les 1274 acides biliaires détectés dans nos échantillons, on a des métabolites en majorité conjugués à des acides aminés qui sont retrouvés au niveau de l'intestin grêle et plutôt non conjugués qui sont retrouvés dans les selles, qui sont liés à l'action du microbiote sur la déconjugaison de ces acides biliaires pour leur recyclage. Mais surtout, on a pu mettre en évidence de nouveaux acides biliaires conjugués qui n'étaient absolument pas connus chez l'homme. Et donc ça, il y a tout un travail de caractérisation de ces acides biliaires et de comprendre le rôle que jouent ces acides biliaires dans la physiologie humaine. Donc comment on fait ça en pratico-pratique? Pour découvrir de nouveaux acides biliaires, c'est un peu l'idée de la propagation des annotations que je vous ai proposées avec l'approche en réseau moléculaire. Vous voyez ici, on a mis en rouge tous les acides biliaires qui étaient connus dans les bases de données spectrales. Et puis, on a mis en bleu tous des nouveaux candidats d'acides biliaires qui sont présents dans nos échantillons et qu'on doit maintenant caractériser. Donc, vous voyez qu'il y a encore beaucoup de travail à réaliser. Voilà, donc j'ai fini cette présentation. Vous avez bien compris que moi, finalement, je m'intéresse, comme dans les réseaux sociaux, aux communications interbactériennes dans des communautés complexes ou dans des infections avec un pathogène unique comme Pseudomonas aeruginosa. Que pour moi, c'est important de bien comprendre ces échanges et ces molécules de dialogue. Et pour ça, que l'utilisation de la spectrométrie de masse et aujourd'hui les réseaux moléculaires sont vraiment déterminants pour bien comprendre ces interactions. Donc voilà, j'espère vous avoir convaincu de ça aujourd'hui. Et puis je remercie toutes les personnes qui ont participé de près ou de loin à ces travaux, notamment que j'ai cités un petit peu tout au long de cet exposé, et d'autres que j'ai peut-être oubliés, et donc je remercie ici. Et les supports financiers, évidemment, l'ANR pour son soutien sur notre projet sur le rôle des polyamines, la Fondation Université Grenoble-Alpes qui est de fort soutien avec nous, l'association Vaincre la mucoviscidose et l'association Grégory Le Marchal, la région et l'IDEX. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis prête à répondre à vos questions. Merci beaucoup pour votre présentation. Du coup, pour les questions, s'il y en a, je vous laisse soit utiliser le chat, soit la parole.
Moi, j'en ai une petite, si personne en a. Je me demandais, sur le premier cas que vous avez présenté, vous avez identifié des nouveaux métabolites. Je crois que j'ai noté le 3-hydroxyantranilate. Est-ce que après c'est un métabolite, vous avez cherché à trouver sa fonction aussi ou pas? Alors, donc ça, c'était un travail assez ancien avec Perrine Bortolotti et Ricky Pnis à Lille. Donc, par spectrométrie de masse, on a pu démontrer. Alors, à cette époque-là, je ne connaissais pas encore le principe des réseaux moléculaires, mais là, on était plutôt dans de la caractérisation vraiment de chacune de ces molécules par masse. Elle a été rechercher les gènes donc on a à chaque fois identifié les gènes qui étaient capables de produire ces métabolites, puis on avait fait des knockouts de ces gènes pour démontrer que quand elle faisait le knockout du gène, on avait perte de la production de ce métabolite. Donc ça, c'est l'article que je vous encourage à aller revoir. Après, on a été voir, par exemple, le rôle dans la virulence sur des modèles cellulaires et puis sur des modèles animaux. Je n'ai pas en mémoire l'hydroxyantranilate. Je sais que c'est des molécules qui sont quand même assez clés aussi pour, notamment dans la synthèse du Pseudomonas quinolone signal, qui est une molécule du quorum sensing un peu particulière chez Pseudomonas aeruginosa. Et donc, oui, probablement que, mais je ne me rappelle plus si nous, on l'a démontré, mais en tout cas, ça a un rôle dans la virulence de Pseudomonas aeruginosa. Ok. En tout cas, merci beaucoup pour la présentation. L'animation entre la comparaison des blasts et les réseaux moléculaires était très bien. Merci. C'était super. Bon, bah merci. Je suis désolée, peut-être que c'était un peu biologie. Je me suis rendu compte après que peut-être vous étiez, je sais pas, en fait, le public, enfin les gens ici, voilà ce qu'ils font exactement, s'ils font que de la masse, est-ce qu'il y a aussi un peu de physiologie, de biologie des plantes, des choses comme ça. Je ne savais pas trop si ça allait vous intéresser, mais Il y a un peu de tout normalement. Enfin, je pense que on a suivi. Je crois qu'il y a une autre question d'ailleurs. moi je vois pas le chat, alors je ne sais pas si vous pouvez me lire la question. Il y a quelqu'un qui a levé la main, mais peut-être que c'est sans faire exprès. Non, c'est bien moi, vous Ah, m'entendez? ok. Oui. Bonjour, Florence Plotze, donc de Strasbourg. Merci pour cette belle présentation, c'est très intéressant. Moi, je me posais la question toujours, comment, et notamment dans le microbiote intestinal, comment vous allez arriver finalement à distinguer les métabolites qui sont produits par le microbiote ou par l'hôte finalement? Est-ce qu'il y a des méthodes pour ça? Alors ça, c'est une très bonne question qui est d'actualité. Merci de la poser. Alors, il y a des gens qui font, par exemple, des expériences chez l'animal en prenant des souris germ-free versus des souris conventionnelles qui ont une flore et donc donc ils peuvent voir l'impact du métabolisme des bactéries de la flore sur l'hôte. Par contre, c'est quand même des modèles qui ont leurs limites parce que quand on enlève tous les microbes, bah forcément, ne serait-ce que, enfin voilà, il y a tout un développement de l'animal qui n'est pas forcément le même, etc. Donc, et puis c'est difficile. Donc on peut ensuite recoloniser ces souris germ-free avec des communautés synthétiques du microbiote. Je crois qu'il y a un modèle maintenant avec 12 bactéries qui miment une composition minimale du microbiote représentatif des différents phyla. On peut faire des mutants en inactivant des voies de synthèse de certains métabolites et en regardant la contribution d'un métabolite dans un phénotype. Donc ça, c'est possible. Et voilà, je pense qu'aujourd'hui, c'est à peu près tout ce qu'on a. Et en tout cas, chez l'homme, bah, nous, par exemple, on commence à faire des études où, chez l'homme, on veut perturber en provoquant, par exemple, on fait prendre un probiotique à quelqu'un. Et donc, ce probiotique, on sait qu'il va apporter certaines choses et c'est ça qu'on va mesurer. Mais bon, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est un peu difficile de répondre à votre question. Il faudra un exemple bien précis pour trouver le moyen d'eux, mais c'est pas toujours évident. C'est une très bonne question. Et si je peux me permettre, est-ce que vous combinez de la métatranscriptomique, par exemple, justement pour corréler l'expression de certains gènes et la synthèse de métabolites?
Alors, moi, je ne le fais pas. Ce que je fais, c'est des corrélations transcriptomiques métabo, mais sur des cultures in vitro, notamment sur le Pseudomonas aeruginosa. Et ça, je suis d'accord avec vous que c'est ce qui marche le mieux. C'est-à-dire que si on a une augmentation du transcrit, on a probablement une augmentation du niveau de production de l'enzyme. Et ça, quand on fait un peu d'enzymologie, on sait que si la concentration en enzyme augmente, forcément, ça augmente la production du métabolite. Donc ça, c'est très intéressant à regarder ces corrélations. En métatranscripto et métabo, j'ai pas suivi cette littérature, mais probablement que c'est ce qui marche le mieux. Et voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? Je sais qu'il y a des outils aussi. Il y a des gens qui utilisent l'outil MMVec, ou je ne sais pas si ça vous parle, pour faire des corrélations entre. Cette fois-ci, c'est des données de métagénomique et de métabolomique. Et donc, par exemple, l'équipe de Rob Knight et Rob Quinn ont démontré qu'ils étaient capables de détecter la présence de certaines espèces bactériennes dans des communautés microbiennes qui étaient associées, corrélées à la présence de certains métabolites dans ces échantillons. Et donc, ils en ont déduit que c'était cette bactérie-là qui produisait ce métabolite-là qui s'accumulait chez les patients. Mais voilà, donc c'est à prendre un peu avec des pincettes parce que ce ne sont que des corrélations, ça ne veut absolument pas dire causalité ou association. Donc c'est toujours des choses à reconfirmer derrière par des expériences chez l'animal, etc. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Moi, sinon, j'en ai une petite dernière. Je me demandais, dans le cas concernant la mucoviscidose, vous avez fait des liens, par exemple, entre les métabotypes et les phénotypes respiratoires. Et est-ce que c'est quelque chose que vous regardez aussi les habitudes alimentaires ou sportives des patients, enfin directement avec les métabotypes des bactéries ou pas du tout, ou juste c'était pas pertinent là, enfin, je sais pas. Alors, donc ça, c'est une excellente question. Et évidemment qu'aujourd'hui, on a envie d'aller plus loin, dans tester des associations entre même, enfin, de la nutrition, même des comportements, donc des activités physiques, l'impact de l'environnement sur ce métabolisme des microbes, etc. On ne l'a pas fait dans cette étude sur les mucos. Par contre, on vient d'avoir un gros financement PEPR SAMS qui s'appelle Microbi. Et c'est drôle parce que To be or not to be, en gros, est-ce que c'est les microbes qui nous pilotent et qui nous font faire du jogging le dimanche matin, qui nous font acheter du pot de Nutella dans un supermarché. Donc, on va s'intéresser à ça. Et là, on va avoir une centaine d'individus et on va mesurer les comportements d'achat dans une grande surface, etc., par des paniers fictifs. Et on va, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, on va essayer d'influencer, on va changer le microbiote en donnant un probiotique. Et on va regarder finalement voilà, comment ça agit sur les comportements d'achat ou sur les activités ou sur les questionnaires nutritionnels. Enfin, voilà, donc, mais effectivement, c'est des sujets absolument fascinants qui sont vraiment hyper intéressants. Oui, c'est très intéressant. Ben, merci encore pour votre invitation. Je ne sais pas si vous avez d'autres questions. N'hésitez pas à m'envoyer ces questions par mail ou à me contacter. Je serais ravie d'y répondre en tout cas.